Salut tout le monde, jeudi 30 octobre, bienvenue à ce nouvel épisode du SOS Podcast. En solo, aujourd'hui en studio, l'ami Yohan Lennes, le White Lion, qui a dû s'absenter pour un petit rendez-vous médical. Vous savez qu'il souhaite revenir dans l'octogone, ou dans la cage en fait de Samouraï, assez rapidement. Donc, il est allé chez le doc, le bon Yohan. Mais, n'ayez crainte, je ne serai pas seul au cours des prochaines minutes pour revenir sur l'UFC 321 et pour reparler de la carte de cette fin de semaine à l'Apex, puisque je fais appel à mon releveur numéro 1, celui qui est toujours là lorsqu'on a besoin de lui, et j'ai nommé nul autre que Maxime Carabine, mesdames et messieurs. Ouais, ça manque d'effets sonores, d'applaudissements. Max, comment ça va, mon ami? Comment ça va? Big Ben, ça va super bien, merci, toi aussi. Excellent. Et puisque je te parle de releveur numéro 1, je me disais qu'on pouvait peut-être commencer l'émission en analysant le match numéro 5 Blue Jays-Dodgers hier. Hein? Ben là, t'as pas fait appel au bon analyste pour ça. De un, j'écoute pas vraiment le baseball, puis de deux, je suis un expo pour la vie, fait que moi, ce que les Jays y font. Voilà. Non, pas pour la petite histoire, quand on était à Vancouver la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'arrêtais pas de dire à Max, on va aller écouter la game dans un resto. On va aller écouter la game dans un resto. Il est comme, non, je veux rien savoir. Moi, je m'en vais chez nous parce que je veux pas regarder les Blue Jays. Donc, je me doute bien que t'as pas regardé la rencontre d'hier. Mais t'as regardé l'UFC 321? Tout à fait, avec beaucoup d'attention. Je vais te demander, tout de suite après notre ouverture, si t'as déjà reçu des jointures dans les 2 yeux. Mais tout ça, c'est dans quelques instants au SOS Podcast. Bienvenue tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Oui, autre belle émission pour vous aujourd'hui parce que malheureusement, ce ne sera pas nécessairement l'aspect sportif qui va retenir l'attention, mais plus l'aspect réglementaire, en tout cas surtout quand il va être question de l'UFC 321. On espère avoir une meilleure carte et un meilleur combat final cette fin de semaine à l'Apex du côté entre Steve Garcia et David Onama. Mais tout de suite, on retrouve Max qui est dans son studio à l'extérieur parce que tout ça pour ça, hein, c'est ce qui retient vraiment l'attention après cette carte du côté d'Abu Dhabi parce qu'on était excités de revoir Tom Aspinall après 15 mois amorcer ce règne de champion incontesté des poids lourds. On parlait juste de politique, puis de John Jones qui voulait l'éviter, puis finalement s'en va à la retraite, puis chez les lourds, on n'était vraiment pas dans l'action. Finalement, on pouvait remonter dans la cage, puis ça se termine en cul de poisson en fin de premier round. Nulle technique parce que Tom Aspinall mange 2 doigts dans les yeux. Réaction initiale quand t'as vu ça, Max? Honnêtement, déçu évidemment, mais écoute, moi je pense que on en parle depuis 1 semaine, fait que je suis pas de là à dire tout ça pour ça. Je pense que c'est un sujet qui se doit d'être abordé, puis malheureusement ça a pris ce qui s'est passé samedi pour qu'on en parle. Il y a des développements là, à l'heure où on se parle, là, je pense même que l'UFC travaille à potentiellement arrêter ce fléau qui est le high poke, ou du moins faire en sorte de diminuer les high poke. Donc cet événement-là aura fait en sorte de partir un mouvement à l'UFC. Fait que je suis pas prêt à dire tout ça pour ça. Évidemment, c'était décevant, mais on va en parler. Là. Il y a des bonnes choses qui vont sortir de là. Ah, j'aime ça. Le verre à moitié plein, Maxime Carabine. Pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, c'est arrivé à 4 minutes 35 du premier round. Donc, il restait 25-30 secondes à ce premier assaut. Cyril Gane, qui a vraiment atteint Tom Aspinall, le champion, dans les yeux. C'est l'œil droit, sauf erreur, qui a été le plus affecté. On dit même dans les derniers jours, là, je regardais hier, je pense que c'est le père de Tom Aspinall qui dit qu'il ne voit même pas encore au niveau de son œil droit. Là, sa vision n'est même pas revenue à 100% à ce niveau-là. Donc, il était vraiment, vraiment affecté. Parce qu'il y a eu, dans les jours qui ont suivi, il y a eu plusieurs commentaires allant de Tom Aspinall aurait dû continuer. C'est pas digne d'un champion. Il faut que tu mordes dans ton mouthpiece puis que tu continues à combattre même si tu es un petit peu affecté. Jusqu'à Cyril Gane mérite
de perdre par disqualification parce que c'est lui qui a commis la faute, même si c'était non intentionnel. Tu te situes où à travers ce spectre de réaction, Max? Définitivement du côté que Gane aurait dû être puni pour son geste. Je pense qu'on aurait pu y aller jusqu'à la disqualification, là. Puis de penser que Thomas Spinall a trouvé une porte de sortie, honnêtement, je trouve que le discours est ridicule. Donc, je me tiens plus du bord que Gane aurait dû être puni. Je suis pas tout à fait non plus au fin fond de ce spectre-là. Je pense qu'il y a une zone grise quand même là-dedans. Mais je pense que c'est pas normal qu'on fasse juste parler de Thomas Spinall depuis ces événements-là. Je pense que la faute revient 100% à Cyril Gane. T'es responsable de tes outils, de tes armes, puis c'est lui qui a causé la fin du combat. C'est pas Thomas Spinall qui a mis fin au combat, tu sais. Ouais, je te rejoins. Et il y a Ariel Helwani, le journaliste bien connu, évidemment, dans le monde des arts martiaux mixtes. C'est un peu ça son point, lui aussi. Il dit, regardez, dans quel autre sport qui se respecte, quel autre sport professionnel on dit à quelqu'un qui commet une faute, « Ah, mais t'as pas fait exprès, donc on va pas te pénaliser. » Tu sais, c'est comme si au hockey, il y a un gars qui slashait un adversaire, mais finalement, t'as pas fait exprès. Tu sais, même chose, là, où t'as pas fait exprès d'être hors jeu, on va laisser le jeu continuer. Tu sais, je veux dire, ça fait aucun sens dans cette optique-là. Boxe, arts martiaux mix, c'est sûr que on est ailleurs un petit peu parce qu'on va laisser une certaine latitude. Souvent, au deuxième ou à la troisième faute, on va commencer à enlever des points. Est-ce qu'on devrait être plus sévère? Est-ce que c'est ça que tu as vu passer, toi? Comment on peut régler le problème si en étant plus sévère dès la première faute, ou en changeant, je sais pas, les pièces. On a essayé de changer les gants là, auparavant, il n'y a pas si longtemps. On est revenu aux anciens gants aussi. Qu'est-ce que tu as vu passer pour essayer de régler le problème des doigts dans les yeux, notamment? C'est l'ancien combattant de l'UFC, là, Josh Thompson, qui est sorti sur son podcast, là, le Weigh-In Podcast, si je me trompe pas. Puis il a dit qu'il a entendu dire qu'en ce moment, à l'UFC, il travaille, comme je te dis en début de show, à essayer d'éradiquer ce problème-là, ce fléau-là. Tu l'as dit, l'UFC a essayé de changer les gants dernièrement. Bon, je pense que c'était plus un coup marketing qui essayait d'enlever les yeux dans le visage. Pour mettre les gens en contexte, le combat a été rule un no contest entre Cyril Gane et Thomas Spinall parce que le combat a été arrêté suite à une faute jugée non intentionnelle de la part de l'arbitre envers Cyril Gane, comme tu l'as mentionné. Fait que c'est tout cet aspect-là, là, intentionnel, non intentionnel. T'as fait des bonnes comparaisons avec les autres sports professionnels. La meilleure comparaison, je trouve, c'est au hockey. Beaucoup vont connaître cette analogie-là. Mais le high stick, tu sais, le bâton élevé au hockey, le 3/4 du temps, le gars, son but, c'est pas de mettre son bâton dans le visage de son adversaire, mais quand ça résulte à ça, l'arbitre, il se pose pas une question si, il a-tu essayé de lever son bâton ou il voulait vraiment l'atteindre au visage. Ouais. C'est 2 minutes, même 4 minutes si le gars, il saigne. Ça devrait être la même chose au UFC. Les combattants se font avertir avant les soirées de gala par les arbitres. Les arbitres viennent les voir dans le vestiaire. On les avertit, t'as pas le droit de mettre des doigts dans les yeux. On n'a pas le droit de kicker là où ça fait mal non plus. Fait que oui, définitivement que, selon moi, première faute durant le combat, t'enlèves un point. C'est ridicule qu'on fasse des avertissements quand c'est des fautes. Puis, je pense que Cyril Gane aurait dû être disqualifié là, dans cet exemple-là qui s'est passé samedi dernier. Ah ouais, à ce point-là. Parce que c'est ça, il y a les doigts dans les yeux, c'est de ce qu'on parle en raison de la finale de l'UFC 321, mais à Vancouver, il n'y a pas si longtemps, là, durant cette soirée-là, il y a eu combien de coups à la coquille? Puis le combat de Kevin Holland, entre autres, a été largement influencé par ces coups illégaux à la coquille. Mike Malott n'avait même pas été sanctionné, même pas d'avertissement non plus. Donc ça aussi, là, c'est ça. Peut-être qu'on se doit d'être plus sévère et effectivement de ne pas en laisser passer. Bref, j'ai hâte de voir. Il y aura probablement revanche. J'espère plus tôt que tard. Je ne sais pas quand est-ce que les gars Aspinall et Gane vont vouloir remettre ça. Mais une chose, par contre, ça n'a pas duré super longtemps, mais Cyril Gane gagnait ce premier round-là. Et je me rappelle, on en a parlé, toi et moi, tu disais, je ne sais pas si Cyril Gane va être capable de gérer la pression que va lui mettre Aspinall, qui est un gars qui passe à peu près 1 minute et demie maximum dans l'octogone dans ses dernières sorties. Là, il a vraiment
battu à plate couture rapidement ses derniers adversaires. Le Gane faisait vraiment très bien. Rapidité, jeu de pied, son jab touchait, évitait les grosses frappes d'Aspinall. Bref, tout ça pour dire qu'en 4 minutes et demie, techniquement parlant, Gane faisait bien. Si bien que quand on va remettre ça, Aspinall va être pas mal moins favori qu'il l'était en fin de semaine. Donc, rassuré peut-être parce que tu as vu du français, puis inquiété par le fait qu'Aspinall n'est pas nécessairement capable n'a pas été capable au premier round, du moins, de gérer un petit peu ses qualités athlétiques du français? Beaucoup de choses à adresser. Effectivement, je croyais vraiment pas aux chances de Cyril Gane. J'étais convaincu que Thomas Aspinall allait lui rouler dessus. Deuxièmement, c'est pas parce que j'aurais disqualifié Cyril Gane pour ce combat-là que je donnerais pas nécessairement un combat revanche. Que ce soit une disqualification ou un no contest, selon moi, il se doit d'avoir une revanche. Tu parles d'une revanche plus tôt que tard, malheureusement. On va suivre de près l'état de santé de Thomas Aspinall parce qu'à ce jour, il ne peut toujours pas combattre ni même penser s'entraîner. Fait que je pense que malheureusement, on va attendre un petit peu avant de voir le match revanche. Puis finalement, ben oui, Cyril Gane a très bien fait durant le premier round. Il s'est entraîné excessivement fort. On l'a vu par son physique, mais aussi parce qu'il nous a montré dans le premier round. Il était plus rapide que Thomas Aspinall au niveau du striking, bougeait très bien, lançait avec autorité, est en mesure de faire beaucoup de dommages au visage de Thomas Aspinall. Aspinall, son game plan était douteux, selon moi, au premier round. On sait tous que pour gagner ce combat-là, il n'y aura pas le choix d'amener Cyril Gane éventuellement au sol, parce que si c'est un combat de kickboxing, ben c'est 50-50, puis Cyril Gane a autant de chances de gagner que de Thomas Aspinall. So, j'ai été surpris que Thomas Aspinall entende pas les échanges de lutte plus tôt dans le combat. Il a essayé une amenée au sol timide, qui pouvait même être une espèce de feinte, si on veut. On n'est pas vraiment au courant de qu'est-ce qui se passait à ce moment-là du niveau de Thomas Aspinall, mais Cyril Gane a bloqué cette amenée au sol-là en mettant ses doigts dans les yeux de Thomas Aspinall. Fait que j'ai entendu beaucoup de gens dire « Ah, il a essayé un takedown puis ça a pas marché », mais vous regarderez la reprise puis les doigts de Cyril Gane sont entrés dans les yeux de Thomas Aspinall, puis c'est là qu'Aspinall s'est retiré immédiatement du takedown, puis là, ben, on a eu l'arbitre, je pense que c'était Jason Herzog qui a averti Cyril Gane de faire attention avec ses doigts, parce que pour ceux qui regardent en vidéo en ce moment, Cyril Gane, il se bat vraiment avec les doigts là, bien élancés, puis il va souvent cadrer son adversaire, là, framer qu'on appelle, en mettant les mains dans le visage. Puis ça, c'est typique des combattants de striking, là, que ce soit du Muay Thai ou la boxe ou du kickboxing, parce que ces gars-là sont habitués de pratiquer avec des gants de boxe, donc les high pokes arrivent jamais à l'entraînement. Donc oui, vraiment, là, au début du show, tu disais tout ça pour ça, mais moi, je pense que je suis encore bien plus hype, pardonnez-moi l'anglicisme, pour le rematch que je l'étais pour ce combat-là. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'engouement qui entourait le combat de Cyril Gane contre Thomas Aspinall. Oui, on était heureux de finalement revoir de l'action au plus haut de la division des poids lourds qui laisse à désirer ces années. Fait que ça faisait du bien, mais tu vas être d'accord avec moi que c'est pas le combat qui générait le plus d'engouement sur la planète MMA. Mais là, avec ce qu'on a vu, que Cyril Gane est en mesure de vraiment tenir tête à Thomas Aspinall, j'ai vraiment hâte au rematch, puis je croise les doigts pour que ça arrive puis que la santé de Thomas Aspinall s'améliore. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Effectivement, peut-être pas le combat avec le plus d'engouement, mais ouais, avec ce que Cyril a fait. Parce que Cyril n'avait pas bien performé nécessairement à son dernier contre Volkov, victoire à l'arraché, même que plusieurs juges qu'il a perdu. Donc, c'était ça a chialé beaucoup quand on lui a donné la chance au titre, mais là, avec sa préparation et ce qu'il a fait dans le premier round, il a prouvé qu'il avait sa place avec le champion. Donc voilà pour ça, demi-finale, peut-être un mot rapide sur cette victoire de Mackenzie Dern contre Jirna Jandiroba, Dern qui l'a emporté par décision unanime. Un combat, honnêtement, c'est un combat vraiment serré, là. Décision unanime. La bonne décision a été rendue, mais les deux filles ont connu leur moment. Je pense que Dern a juste été un peu plus efficace au niveau de son striking. Et quand c'est allé au sol, Jandiroba a quand même réussi 9 amenés au sol, mais elle a vraiment pas réussi à faire énormément de dommages. La combattante de Jiu-Jitsu brésilien, il faut dire que Dern est aussi bonne, sinon meilleure que Jandiroba au niveau du Jiu-Jitsu brésilien. Bref, comment tu as vu ce combat-là? D'accord avec la décision? Ah oui, sans l'ombre d'un doute. Honnêtement, là, je sais pas si j'exagère, mais je pense que c'est un des bons combats
chez les femmes qu'on a vu cette année, là, c'était une belle guerre sur les pieds. Certes, c'est pas des combattantes qui sont super techniques au niveau du striking puis du pied-point, mais c'est deux filles qui ont pas peur d'échanger des patates. Puis là, en plus, ben t'avais la ceinture en jeu, fait que t'as senti que les deux le voulaient encore plus. C'était un rematch, là. Elles s'étaient affrontées en 2020, Jandiroba et Dern. Ça a été un petit peu le même genre de combat, mais sur 5 rounds, puis avec une coche ou deux de plus. Des bonnes amenées au sol de Jandiroba, mais c'est Dern qui a fait le plus de dommages quand elle était sur son dos avec les coups de coude. Puis je pense qu'elle a très bien fini le combat aussi, là. Je pense qu'elle a gagné le 4 puis le 5e round. T'as senti qu'elle voulait peut-être un petit peu plus que Jandiroba. Puis elle est maintenant championne, Mackenzie Dern, mais j'ai vraiment adoré ce combat-là, Ben. Ah ouais, tant mieux parce que plusieurs étaient là aussi plus ou moins enthousiastes à l'idée de voir ce combat-là. On se rappelle que la ceinture était vacante parce que Weili Zhang décide de monter à 125 livres pour affronter Valentina Shevchenko. Puis moi, en fait, j'ai pas détesté ce combat-là. Je suis d'accord avec toi. C'était un bon combat parce que c'était deux combattantes de même niveau. Le matchmaking était bon, puis il n'y en a pas une qui a dominé une de l'autre. Là. C'était vraiment, pendant 25 minutes, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais moi, je sors de ce combat-là avec vraiment l'impression qu'aucune de ces deux filles-là, face à Weili Zhang, aurait la moindre chance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. J'ai vraiment trouvé qu'on était une coche en dessous de la championne, qui n'est plus championne dans cette catégorie-là, là, mais si elle devait redescendre à 115 contre la gagnante de ce combat-là, bonne chance à Mackenzie Dern, par exemple. Ah, tout à fait. Puis Mackenzie Dern, ça a été la première à le dire, là, que si ça avait été contre Zhang Weili, elle se serait pas sentie prête, mais c'était contre Jandiroba, elle l'avait déjà affronté, elle l'avait déjà battu. Fait que tu sais, ils sont pas délusionnels, puis elle sait là, qu'elle est pas meilleure que Zhang Weili. C'est un petit peu le même problème que les heavyweights il y avait là, avec Cyril Gane puis Thomas Aspinall. L'UFC a tellement voulu vendre un combat avec John Jones que tout le monde a comme mis Cyril Gane de côté, puis on pensait pas qu'il était légitime au titre. Même chose pour Dern puis Jandiroba, comme Zhang Weili a laissé sa ceinture vacante. On dirait qu'on délégitimise ces filles-là, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? Les deux, ils se font offrir une chance au titre. Ils vont pas dire non parce que la meilleure, c'est Zhang Weili, tu sais. Fait que c'est un petit peu un problème de culture, puis évidemment, là, on est des fans d'arts martiaux mixtes depuis très longtemps, toi puis moi. La culture, faut que ça change un peu, là, de penser que Thomas Aspinall, il a abandonné le combat. Je veux dire, à quoi vous pensez, là, tu sais? Même chose pour Jandiroba puis Dern. Je veux dire, c'est deux des meilleurs 115 livres au monde, même si c'est pas Zhang Weili. Je veux dire, ces deux filles-là méritaient absolument d'avoir une chance au titre. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là que j'aimerais voir du changement. Ouais, c'est vrai qu'on est parfois difficile à satisfaire. Et bien dit de quand même donner tout le crédit à Mackenzie Dern. Une vétérane, elle est là depuis longtemps. On connaît tout son talent en arts martiaux mixtes, en jiu-jitsu brésilien notamment, et a fait un énorme travail au niveau de son combat debout, et ça a payé cette fin de semaine. Elle est la nouvelle championne des poids pailles de l'UFC. Umar Nurmagomedov est allé retrouver le chemin de la victoire contre Mario Bautista. C'est un combat que j'avais à l'œil. Bautista était sur une séquence de 8 victoires. Si il se payait Nurmagomedov, c'était combat de championnat assuré à très court terme pour lui. Il n'a pas manqué de volonté, Bautista, mais on a vu que au niveau de la lutte, tout simplement, il n'y avait rien à faire contre Nurmagomedov dans ce combat-là. C'est ça. Quand ça commençait à chauffer un petit peu, ou tu sais, je veux dire, il s'est fait ébranler une ou deux reprises, là, je me rappelle, Nurmagomedov, mais aussitôt que facilement réussi à amener ça dans son monde, ce qui lui a permis au final de gagner les 3 rounds. Là. Ouais, exact. Bautista qui a réussi à lander un coup de genou au deuxième qui a ébranlé très brièvement Nurmagomedov. Puis ça a été vraiment le seul moment à l'avantage de Mario Bautista dans ce combat-là. Il a réussi quand même à bien faire dans les échanges de grappling. Mais tu l'as dit, écoute, Umar, je pense que c'est le cousin à Khabib, puis doit faire de la lutte comme ça là, avec des Dagestans depuis que 6 mois, probablement. Fait que pour lui, là, même s'il se fait ébranler par un coup de genou, ben il y a tellement le muscle memory qu'on appelle, donc la mémoire musculaire qui embarque, puis c'est des vrais sangsues, ces gars-là, ils vont te coller, ils vont t'amener au sol, hyper puissant également. Là, Bautista, c'est probablement un des 135 livres les plus forts physiquement, puis on a vu ce que Umar a été capable de faire avec lui. Combat très serré, mais c'est vraiment difficile de rivaliser avec ces gars-là. Quand ils réussissent à mettre la main sur toi, c'est très difficile de s'en sortir.
Et c'est un résultat qui est positif pour le Québécois Eman Zahabi. D'ailleurs, ceux qui nous regardent en vidéo pourront admirer mon T-shirt. Voilà, je vais le passer de ce côté-ci derrière le micro, mais T-shirt à l'effigie de l'ami Eman. Voilà, j'ai de la misère avec ma gauche, ma droite. Là. Mais bref, c'est à vendre d'ailleurs si vous voulez contacter Eman et son équipe. C'est à vendre ce superbe chandail. Petite pub ici. Je ne suis pas payé par ailleurs. J'ai payé mon chandail. Mais tout ça pour dire que j'ai noté que ce résultat-là aidait Eman. Parce que Eman, ce qu'il me disait il y a 2 semaines quand je jasais avec lui à Vancouver, c'est qu'il disait regardez, là, moi je suis sur 7 victoires de suite maintenant, là, après sa victoire contre Marlon Vera. Et le fait que Merab se bat tellement souvent et il bat tous les gars devant moi. Donc, rendu à ce stade-là, et Mario Bautista était un gars qui était dans la même catégorie qu'un peu Eman Zahabi au niveau du classement. Ça fait en sorte que lui vient de perdre. Eman vient de prendre une coche sur Mario Bautista parce que lui, sa séquence de victoire est toujours active. Puis si Merab continue de s'occuper des gars devant, ben plus tôt que tard, la liste va... on n'aura pas le choix de descendre jusqu'au nom d'Eman Zahabi. Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, Bautista, à mes yeux, même s'il était moins bien classé que Zahabi, était peut-être plus près là, un petit peu d'un combat de championnat. Mais en perdant cette fin de semaine, le Québécois vient peut-être de le dépasser à ce niveau-là. Volkov contre Almeida chez les lourds. C'est belle victoire victoire importante pour Volkov là, qui il en avait besoin pour rester dans les classements, mais c'est pas il n'a pas gagné énormément de points auprès de ses patrons avec cette performance-là. Puis Almeida ne l'a pas aidé non plus. Il faut être 2 pour danser. Exact. C'est plus Jailton Almeida qui a perdu le combat que Volkov qui l'a gagné. C'est ça. Parce que Almeida était en mesure de l'amener au sol, le Russe, à plusieurs reprises. Je pense, de mémoire, le Volkov a quand même connu un bon premier round. Mais après ça a été beaucoup d'amener au sol d'Almeida, mais qui ne faisait absolument rien au sol. Les juges ont donc jugé que Volkov en avait fait plus au niveau du dommage puis de l'intention de blesser. Donc, lui ont donné le combat. Si Jailton Almeida s'appelait Jailton Nurmagomedov, je suis pas convaincu qu'il aurait perdu ce combat-là avec la même approche. Parce que c'est drôle parce que justement, dans ce coin de pays-là, on a tendance à favoriser la lutte parce qu'on aime beaucoup les Nurmagomedov et ainsi de suite. On a vu, tu sais, à la PFL, le Paul Hughes contre Ousmane Nurmagomedov il y a quelques semaines de ça, c'était à Abu Dhabi. Puis on a donné l'avantage aux lutteurs, tu sais, alors que dans ce combat-là, on a pénalisé Jailton Almeida pour une approche semblable, mais je suis pas pour autant déçu, là. Je pense qu'il méritait de perdre ce combat-là parce qu'il a, de un, pas essayé de soumettre Volkov, ni d'asséner aucun coup de ground and pound alors qu'il y avait vraiment du bon contrôle au sol. Fait que ça a été juste, comme tu l'as dit, le point, un combat qu'on va rapidement oublier. Volkov, lui, va devoir attendre probablement avant d'avoir une chance au titre parce qu'on va avoir un rematch Gane Aspinall. Puis de toute façon, il a déjà perdu contre ces deux-là. Fait que c'est curieux ce qui se passe chez les poids lourds. Puis Almeida, honnêtement, il va falloir qu'il soit mieux conseillé que ça, là, parce que s'il avait été d'une performance spectaculaire, ça aurait pu être lui qu'on aurait mis dans le title shot, là. Ben ouais, parce que Volkov classé 2e quand même, donc oui, je suis en 100% d'accord avec toi. On va y aller rapidement. Azamat Murzakanov, un problème, lui, à 205 livres. Quelle puissance. On ne voit pas ça souvent, des KO. Solide KO à part ça, là, avec un jab. On s'entend que ça veut dire qu'il faut que tu dégages énormément de puissance. Quillen Salkilde. Honnêtement, à quel point j'aime les KO spectaculaires de la sorte, mais à quel point, de l'autre côté de la médaille, de voir un gars comme Nasrat Akparas, un gars qui s'entraîne au Tristar, être en convulsion après avoir reçu ce coup de pied-là. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la suite pour Nasrat, parce que ça, c'est un KO qui peut mettre fin à une carrière. Crédit à l'Australien Salkilde, parce que c'était de toute beauté, mais honnêtement, ça faisait quand même mal au cœur. Hein? Ça faisait peur, tout à fait. Là. Tu passes de l'excitation du KO à la consternation pour Nasrat Akparas, qui était face première sur le tapis de l'octogone avec un petit twitch au niveau de la jambe gauche, comme tu l'as mentionné. Malheureusement, ça va arriver. Ce sont les aléas du sport. On se souviendra de Bryce Mitchell contre Josh Emmett il y a quelques années de ça. C'était
un petit peu dans la même catégorie de Cole. Un Cole super violent, beaucoup d'impact, puis un combattant qui convulse au sol. Fait que oui, c'était épeurant, mais c'était spectaculaire aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'Akparas a fini ça sur ses deux jambes. Je sais pas, là, on n'a pas de nouvelles de son état de santé. Il va prendre le temps qu'il faut pour s'en remettre. Est-ce qu'on le reverra? On a revu Bryce Mitchell, t'as raison. Là, c'est une bonne comparaison. Bryce Mitchell est revenu quelques mois plus tard. Donc, on verra pour Nasrat, qui était sur une super séquence, mais à 150, non à surveiller quand même, Saul Killed à 155 livres. Et Walter Walker, il faut le mentionner. Quelle mention honorable. 4e victoire de suite avec une clé de cheville. Ça, c'est un record de l'UFC. Chez les lourds, en plus, je veux dire, qui l'eût cru? Qui va... Tu le sais qu'est-ce qu'il va faire, puis t'es pas capable de le stopper quand même. C'est fou, là. Ouais, ben c'est une soumission qui fait peur, là, parce que tu t'exposes ton genou. Tu sais, comme manger des coups de poing en face, les combattants, c'est pas ce qui leur dérange le plus, tu sais. Mais avoir l'impression que ton genou va exploser, c'est une autre histoire, tu sais. Puis Walter Walker, ben, il en profite. Puis c'est sûr qu'il affronte pas la crème de la crème chez les poids lourds non plus. Mais c'est quand même un exploit qu'il a réalisé là, avec une 4e soumission de suite via heel hook. Il y a déjà un combattant qui en a eu 4 heel hook dans l'UFC, mais c'était pas consécutif. Lui, là, c'est littéralement 4 combats d'affilée. Puis il s'en cache pas, comme tu dis. Là, il dit, moi, mon prochain combat, j'essaye absolument la même chose. Je pense qu'il peut encore aller chercher 1 ou 2 victoires de la sorte tant que tu lui donnes des gars à l'image de son adversaire la semaine passée, Louis Sutherland, un gars qui était sur la scène régionale, qui s'amène à l'UFC. Walter Walker, il peut t'en passer là, plein des heel hooks. Mais quand il va commencer à jouer dans le top 10 des heavyweights, puis que les gars, ils vont sprawler, puis ils vont vraiment lui faire beaucoup de dommages au niveau des coups de poing. Tu sais, ça me rappelait, je sais pas si tu te souviens du combat Ryan Hall contre Ilia Topuria. Ben, Ryan Hall, qu'on connaît bien parce qu'il s'entraîne au Tristar lui aussi, c'est aussi un virtuose du jiu-jitsu. Puis c'est un genre de gars, tu sais, qui roule, puis qui fait des Granby rolls, puis qui menace des soumissions avec tes jambes. Puis quand il a pogné Ilia Topuria, ben Topuria, de un, il a sprawlé, fait qu'il a évité d'avoir Ryan Hall dans ses pattes, puis après ça, il te l'a KO. Là. Fait que moi, je pense que c'est ce qui attend Walter Walker dans un futur rapproché. Tant que tu lui donnes le bas de la division, il va s'en sortir avec des heel hooks, mais quand il va commencer à jouer avec les big boys, ça va être moins facile. Non, c'est juste, je suis d'accord, effectivement. Là, puis c'est pas des gars qui ont l'air de rouler de rouler souvent au gymnase, c'est les gars qui ont affronté récemment. Chez les lourds, en général, on préfère y aller pied-point que d'y aller avec le jiu-jitsu ou même la lutte. Mais bref, non, c'est juste que, c'est ça. Tu sais qu'est-ce qu'il va faire. C'est une soumission qui est difficile à... Je sais pas si c'est difficile à faire, mais c'est relativement facile à éviter, là, en fait, quand tu t'y connais en jiu-jitsu brésilien. Mais non, ça réussit quand même à aller les chercher. Bref, 4 de suite pour le frère de Johnny Walker. L'UFC qui passe d'Abu Dhabi revient à Las Vegas à son QG de l'Apex. Samedi 17h sur TVA Sport 2. On vous présente cette carte en intégrale sur nos ondes. En finale, Steve Garcia contre David Onama. Si vous ne les connaissez pas, on vous en veut pas. C'est des gars qui sont classés dans le top 15. Garcia est 12e à 145 livres. Onama est 13e. C'est un main event qui, quand il a été annoncé, disons que ça sautait pas de joie. Par contre, et je sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression que ça peut donner un très, très bon combat. Parce que Steve Garcia est sur une séquence de 6 victoires, un bon bagarreur, un gars qui a, dans sa séquence de 6 victoires, il a 5 KO. Du côté d'Onama, c'est 4 victoires consécutives, 3 par décision, mais il est allé battre Giga Chikadze à sa dernière sortie. Bref, première finale entre les deux. Les deux ont 3 bonnies de performance chacun à l'UFC. Les deux, c'est un grand moment pour eux. Les deux sont excités, tout ça. Donc, je pense que tout est en place quand même pour un bon combat en finale samedi, là. Absolument, absolument. Écoute, le seul gars que Steve Garcia n'a pas réussi à terminer dans ses 5 derniers combats, c'est Calvin Kattar, qui est aussi dur qu'un steak à 2 piastres. Fait que je suis pas surpris que Garcia ait pas réussi à le terminer. C'est un madman. C'est pas qu'il a pas essayé, là. Non, exact. C'est Kattar est vraiment tout un menton. Mais oui, Steve Garcia, c'est des feux d'artifice. C'est pas un gars qui est out there sur les réseaux sociaux, c'est pas un gars qui a une grand gueule nécessairement. Fait que c'est pour ça qu'il est un petit peu méconnu des fans plus casual du MMA, mais les vrais durs de durs qui écoutent les cartes à chaque semaine savent
qui est Steve Garcia. Puis oui, on peut s'attendre à tout un combat. Surtout du côté de Steve Garcia, je pense. Je le favorise dans ce combat-là. Je pense qu'il y a plus d'expérience. Il a affronté des meilleurs gars aussi. David Onama a le potentiel de danser bien comme du monde avec Steve Garcia. Fait que je suis bien curieux de voir ce combat-là, honnêtement. Là, je vois donc mon ami Phil là, qui fait du multitasking en régie. Là. Est-ce qu'on est prêt à jouer l'extrait? Parce que j'ai parlé à Steve Garcia hier parce que effectivement 6 victoires de suite, dont 5 avant la limite, 5 par KO. Souvent, c'est suffisant pour te propulser dans le top 5, peut-être même en combat de championnat du monde. On l'a vu avec Diego Lopez, on l'a vu avec Jean Silva récemment. Lui, il est pogné au 12e rang. Donc, est-ce qu'il est surpris un peu de ne pas être reconnu à sa juste valeur et à son 10e combat à l'UFC d'obtenir tout juste sa première finale? On peut écouter Steve Garcia. I'm not surprised. You know what I mean? My whole life I've been counted out. So it's just part of the process. I guess that's my story. But everybody's story is unique. Did it irritate me in certain areas where, you know, I see people and they either jump the line or they get immediate, press, and love from the fans. Yeah, but I've been kind of tucked away at the apex and I'm back here. I'm not going to hate on it because I enjoy being here just because it's quick and easy and it's more about my job than it is about anything else. Donc voilà Garcia qui dit, c'est ça. Il y en a d'autres qui sautent la ligne là, un petit peu, là, qui obtiennent des opportunités, alors que moi, je suis un petit peu perdu sur des cartes de moins grande envergure, puis on me met à l'Apex, alors que d'autres peuvent se battre dans des grosses arénas sur des pay-per-view. Donc, ne cache pas un petit peu son amertume, veut pas non plus... veut quand même profiter du moment. Là. Il me l'a dit aussi dans l'entrevue que c'était un grand moment pour lui, une première finale, avoir signé finalement un poster de l'UFC avec son visage dessus, être en tête d'affiche. Mais tu l'as bien expliqué, hein? Le manque, tu sais, c'est une business aussi de spectacle. Les abonnés sur les médias sociaux, si t'es charismatique et tout ça, ça compte aussi, alors que Garcia est peut-être pas dans cette ligue-là. Là. Exact. Pour faire un parallèle avec Ayman Zahabi, ces gars-là, ils n'ont pas le choix de commencer à faire du bruit sur les réseaux. Puis on le voit, le Ayman est de plus en plus actif parce que il se rapproche d'un title shot. Tu sais, des gars comme Merab, des gars comme Belal Mohamed. Caler des gars comme Sean O'Malley, ça fait partie de ça. C'est ça. Tu veux parler d'Ayman Zahabi, ouais. Exact. Fait que Steve Garcia, il n'aura pas le choix, avec une victoire spectaculaire samedi face à David Onama, de caler quelqu'un dans le top 10, de dire « Hey, j'ai pas d'affaire à me battre dans le Apex, mettez-moi au T-Mobile Arena, genre à la fin décembre. » Tu sais, il faut que tu réussisses à créer de l'engouement. Puis c'est dommage, parce que ce gars-là, quand il se bat dans une cage, c'est tout le temps 100% dans le tapis, puis il fait mal à ses adversaires, il termine la majorité de ses combats. Donc moi, personnellement, j'aimerais que ça soit assez pour mériter de se battre dans une arena remplie de monde. Mais malheureusement, l'UFC, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Puis Steve Garcia, il la prend un petit peu à la dure en ce moment. Son adversaire, David Onama, est classé 13e, donc toujours un rang derrière Garcia. 4 victoires consécutives. Fiche globale de 14 victoires, 2 défaites, 11 avant la limite pour David Onama. Donc lui aussi, un gars qui est capable de se donner en spectacle. Il a commencé sa carrière 2-2 à l'UFC. Depuis ce temps-là, 4-0. Donc, il y a eu un déclic pour lui. Il est sur une superbe séquence et graduellement, on lui donne des adversaires de meilleure qualité. Son dernier, Giga Chikadze, il l'a emporté par décision unanime. Je le disais. Donc, David Onama sur justement son ascension et sa progression en tant que combattant depuis ces 4 premiers combats-là, 2-2 à l'UFC. And a fighter, I learned so much from my UFC debut. You know what I mean? When I lost against Mason Jones, I feel like that fight helped me a lot to, improve, as a fighter and just keep going. I feel like once I lost that debut, I just got so much better, as a fighter. Last few years, I think I proved more on my IQ, being more of a smarter fighter, more technical. If anything, just being more smart, IQ, and just picking my shots instead of just kind of going out there and just to fight. So I'll prove more on my IQ a lot. Donc, a appris énormément de sa première défaite à l'UFC contre Mason Jones. Et ce qu'il a le plus amélioré, selon lui, c'est vraiment son intelligence de combat, son QI de combattant. Pas juste aller là puis
bagarrer, là. Choisir ses moments, tendre des pièges, s'entraîner également plus intelligemment. Donc, lequel de ces deux gars-là va être en mesure de poursuivre sur sa lancée? J'ai parlé aux deux, entrevue complète disponible sur tvasport.ca. Les deux sont confiants. Mon petit doigt me dit Garcia, par contre. Je sais pas. Cœur au ventre. S'entraîne avec Albuquerque, là, Winklejohn Academy. Pronostic pour en fin de semaine, Max? Ouais, ben je le disais en début de chronique, là, oui, j'ai Steve Garcia gagnant aussi. Je pense que ce combat-là, il y a un petit peu plus de pression du côté de Garcia. Je pense, si je me trompe pas, qu'il est un petit peu plus vieux que David Onama. 33, pas de grand-chose. 33 contre 31, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas la fin du monde, là, mais je pense qu'il est rendu là dans sa carrière. Steve Garcia versus un David Onama qui a encore une coupe de combat avant de vouloir flirter avec le top 10. Garcia, c'est sa chance, c'est son moment. Fait que j'ai pas le choix de le favoriser. Mais Onama est très bien entraîné, très bien coaché, il est très intelligent. Fait que ce sera pas un combat facile. Je touche du bois pour que ce soit aussi excitant que à quoi je m'attends, là, vraiment. Jackson Wink, voilà le véritable nom de ce gymnase très connu du côté d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Un mot sur Ante Delia contre Waldo Cortés Acosta. Ça devait être, sauf erreur, la finale. Chez les lourds, on a plutôt placé le combat des poids plumes en finale. Delia, nouveau venu à l'UFC, mais c'est pas un nouveau venu dans les arts martiaux mixtes, un ancien champion de la PFL, un autre gars qui a fait défection, et on parlera de Larissa Pacheco dans quelques instants dans notre section actualité, mais autre gars qui a quitté la PFL pour se joindre à l'UFC, et après une victoire, est déjà dans le top 10. Partenaire d'entraînement de Tom Aspinall aussi. Si vous le connaissez pas, rapidement pourrait se retrouver au sommet, et là, il va falloir que Tom Aspinall, il l'a déjà dit, moi je me battrai jamais contre mon chum Ante Delia. On n'en est pas là, mais un gars qui peut faire du bruit chez les lots aussi, là. Tout à fait. Puis tu sais, s'il s'entraîne avec Aspinall, ça veut aussi dire qu'il s'entraîne avec les meilleurs poids lourds en Europe, parce que le gym de Aspinall, c'est là que la majorité des meilleurs poids lourds en Europe s'entraînent. Il y a Phil DeFries, le champion de KSW, t'as Tom Aspinall, le champion de l'UFC, puis t'as Ante Delia qui était champion de PFL. Fait que ça tourne avec les meilleurs au monde. Donc oui, très talentueux, Ante Delia, il a fait la bonne décision, je pense, en venant à l'UFC. Dans l'état où la catégorie des poids lourds est, effectivement, ça va être plutôt rapide comme ascension si tout se passe bien. Puis son adversaire, Waldo, ben lui, c'est tout un personnage quand même, l'ancien joueur de baseball. Il cogne dur quand même, cogne fort. Fait qu'il devrait être un bon combat, mais je suis quand même satisfait qu'il ait mis les poids plumes en finale. Il n'a jamais perdu par KO, Valdez Acosta. 7 victoires, 2 défaites globalement dans sa carrière. Puis il a survécu en fait aux grosses... pour reprendre ton expression, aux grosses patates de Sergei Pavlovich à son dernier combat. Donc, capable d'en prendre. Si Delia réussit à lui passer le KO en fin de semaine, on va savoir que c'est tout un client qui mérite d'être là. C'est pas mal les deux combats qui retiennent notre attention cette fin de semaine du côté de l'Apex. Je vous le répète, 17h sur TVA Sport 2. On termine ça avec les actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Un épisode du SOS Podcast ne serait pas complet sans notre mise à jour quasi hebdomadaire de cette carte du 14 juin prochain, l'UFC à la Maison-Blanche. C'est vraiment le sujet qui est sur toutes les lèvres. En fait, c'est la carte qui est sur toutes les lèvres et sur tous les calendriers des combattants. Ils veulent tous être sur cette carte-là. Et là, récemment, cette semaine, c'est Alex Pereira qui a lancé un défi à John Jones, nul autre que John Jones, l'infâme ancien champion des mi-lourds et des poids lourds. Il dit « C'est le temps de remettre un peu d'ordre dans cette division des poids lourds-là. Toi puis moi, à la Maison-Blanche, honnêtement, c'est sûr que si les deux sont partants pour se battre chez les lourds sur cette carte-là, je vois pas comment on peut leur refuser. À part quand John Jones va commencer à négocier son salaire, puis qu'il va être trop gourmand, puis que Dana White ne voudra pas céder, puis que ça va faire un téléroman, un roman savon, comme ça fait toujours avec John Jones. Mais bref, sur papier, c'est un combat que les fans veulent voir, c'est sûr. Oui, absolument. Dans quel état on va voir John Jones, c'est ça la question, là, tu sais. Même dans son combat contre Stipe Miocic, il était pas au sommet de sa forme, là. Il commence à être vieux, John Jones, il commence à avoir d'autres intérêts
il y a toujours eu d'autres intérêts, en fait, que l'entraînement puis le combat. Imagine si ce gars-là, je pense que j'en avais parlé avec Yoann au podcast, mais s'il avait été un athlète professionnel, tu sais, un Tom Brady, là, un gars qui ne déroge jamais à une discipline de fer, un régime, tu sais, la nutrition parfaite, entraînement parfait, tu sais, un Georges Saint-Pierre de ce monde. Imagine comment il aurait été dominant. Tu sais, il était dominant en faisant le party à moitié de l'année. Là, c'est fou, hein? Ouais, mais moi, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord avec toi parce que je pense qu'il est comme ça, John Jones. Puis d'avoir été, tu sais, un moine comme GSP l'a été, ben, il se serait sûrement démotivé puis peut-être que ça l'aurait écœuré de faire le sport. Peut-être. Lui, c'est le genre de gars, justement, qu'il faut qu'il sorte la semaine d'avant d'un bar jusqu'à 5 heures, puis qu'il consomme toutes sortes d'affaires pour se dire, OK, ben, samedi prochain, je vais faire de quoi. Tu sais, je suis pas convaincu que s'il y avait eu la meilleure discipline, on aurait nécessairement eu une meilleure carrière parce que même avec tous ces défauts-là, entre guillemets, à faute de trouver un meilleur mot, c'est quand même arguably le greatest of all time. Fait à quel point il aurait pu être plus grand que ça, je suis pas convaincu. Là. Je pense que c'était juste comme ça qu'il allait être John Jones. Puis oui, je comprends ton point. On peut s'imaginer ce qu'une combinaison de l'entraînement de GSP aurait fait avec John Jones, mais ça a donné ce que ça a donné. T'sais. En tout cas, t'as peut-être raison. Je vais le formuler autrement. Imagine s'il n'y avait pas eu de problème avec la police. À quel point il aurait été un grand champion. Ouais. C'est peut-être plus ça aussi. C'est pas nécessairement le fait de sortir, c'est le fait de commettre des crimes quand tu sors. Là, il n'y aurait pas de débat. Non, c'est ça. Donc, à suivre. C'est loin d'être fait. C'est dans 7 mois, cette carte UFC Maison-Blanche. Et t'as Islam Makhachev qui a dit qu'il aimerait bien affronter Ilia Topuria. 155, 170, on le sait pas. On le sait que Dana White a dit que ça va être la meilleure carte de l'histoire. Qu'est-ce qui va arriver avec... dans 2 semaines, Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena de 1. On va voir. Puis est-ce que Topuria va défendre sa couronne des 155 livres une fois de plus? En fait, je ne peux pas croire qu'il va la défendre contre Gaethje, je pense, là, en janvier. Bon, bref, à suivre. Mais c'est des intérêts. C'est tous les plus gros noms de l'UFC qui lèvent la main et qui disent on veut faire des méga combats sur cette carte. Donc, on continue de suivre ça pour vous. Larissa Pacheco, libérée par la PFL, elle aussi. Larissa Pacheco, ceux qui ne la connaissent pas, c'est une combattante d'exception, la seule au monde qui a réussi à vaincre Kayla Harrison. Donc, c'est pas n'importe qui. Et d'une part, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dan Davis est en train de faire avec la PFL en laissant partir toutes ses plus grandes vedettes puis en étant en conflit, j'ai l'impression, avec toutes ses plus grandes vedettes qui ne veulent pas se battre pour sa compagnie pour différentes raisons. Du côté de Pacheco, il semblerait qu'on avait un contre-signon, on devait se battre. Elle était déjà en camp d'entraînement, puis on a annulé le combat à la dernière minute. Pour d'autres, c'est parce que on n'est pas capable de garantir un minimum de 2 ou 3 combats par année. On fait tellement pas de cartes qu'on n'est pas capable de les garder actifs, en fait, et les gens préfèrent partir. Donc, de 1, ça, et de 2, ça serait quand même toute une addition pour l'UFC. S'il est capable de descendre à 135 livres, parce qu'elle se bat à 145, s'il est capable de descendre à 135, ce serait toute une addition pour l'UFC dans une division des poids coqs féminins, 135 livres, qui, à part Kayla Harrison, si Amanda Nunes revient, et même Juliana Pena, à part ça, il n'y a pas grand monde. Donc, Pacheco, on voudrait l'avoir, c'est sûr. Hein. Absolument. Pacheco s'est déjà battu à l'UFC là, avant. Il y a une couple d'années de ça. Pas convaincu, je ne sais pas si tu l'as devant toi, mais est-ce que c'était chez les 145 à l'époque? Une division non, c'était chez les 135. Je vais vérifier juste pour être sûr, mais je suis pas mal sûr que c'était chez les 135. Puis elle a quitté parce qu'elle avait subi une sévère blessure à un bras, sauf erreur. Donc, ce serait un retour pour elle à l'UFC. Puis oui, moi, je pense que je suis surpris même qu'on n'ait pas eu d'annonce encore pour une signature là, de Pacheco à l'UFC. C'est quelqu'un que tu peux direct mettre dans ton top 5 là, avec des Raquel Pennington, avec des Mayra Bueno Silva, avec des Kayla Harrison, comme tu l'as mentionné, Amanda Nunes, Juliana Pena. Elle fait partie de cette catégorie-là de combattantes, fait que ce serait un no-brainer pour moi de la re-signer à l'UFC. Puis pour répondre à ta question de la PFL, ben écoute, moi personnellement, je suis pas super gros les activités de la PFL, mais tu le mentionnes, il y a genre 4 cartes par année. Leur tournoi a mieux fonctionné cette année. Là. Ils ont comme un petit peu
twister leur formule au niveau du tournoi, puis ça semble avoir été mieux reçu du côté des combattants comme du côté des partisans de la PFL. Mais certes, ils ont beaucoup de misère à garder leur champion, ils n'arrivent pas nécessairement à payer tout le monde, fait que c'est dommage, là. C'est vraiment l'UFC qui a le Monopoly, puis de loin dans le milieu des arts martiaux mixtes. Elle s'est battue à l'UFC en 2014-2015. En fait, 2 combats, 2 défaites, Larissa Pacheco. Elle était toute jeune là, à l'époque et avait subi une sévère blessure au bras contre Germaine de Randemi. Dans un combat, il avait été sur la touche pendant 3 ans, imagine, après ça. Mm-hmm. Mais depuis ce temps-là, elle est de retour au sommet. Elle a gagné 2 fois la PFL. Elle est sur toute une séquence. Elle a perdu son dernier combat, toutefois, tu vois, je viens de voir ça là, en octobre 2024. Donc, elle aussi, là, ça fait 1 an qu'elle ne s'est pas battue. Elle a perdu contre Chris Cyborg dans un méga combat, méga gala, en fait, Bellator PFL. Mais bref, elle a un peu le numéro de Kayla Harrison. Donc, si l'UFC la signe, je suis entièrement d'accord avec toi qu'on peut la mettre dans le top 5. Puis, j'ai hâte de voir le Nunes-Harrison. On n'entend rien. Là. Depuis que les deux sont en juin, ont fait un face-à-face. Moi, j'étais sûr que ça allait se faire avant 2026, avant la fin de 2025. Et puis, on n'entend rien à ce niveau-là. J'espère que ça va se faire. Sinon, ouais. On a un c'est l'UFC qui s'est un peu tiré une balle dans le pied là, en annonçant cette carte-là de l'UFC à la Maison-Blanche parce que tous les combattants essayent de trouver leur timing. Kayla Harrison, elle l'a mentionné, elle, c'est garanti qu'elle veut se battre là. C'est la seule championne américaine. Ouais. Tu sais, homme, femme, tout confondu. Fait que ça ferait du sens si elle se retrouve sur cette carte-là. Mais ça fait en sorte que ça branle dans le manche au niveau des combats. Comme tu dis, Nunes, Harrison, on aurait aimé ça voir ça à MSG, tu sais, en novembre. Ça aurait été bien. Ouais. À suivre. De toute façon, Kayla Harrison a besoin d'une petite pause quand elle fait les coupes de poids à 135 livres. Fait que ça, c'est sûr. Mais ça va faire 6 mois bientôt qu'elle s'est pas battue. C'est la championne. On aime ça voir un petit peu plus d'activité. Là, on demande pas à tous les champions d'être comme Merab de Valishvili, mais il y a un juste milieu quand même. Ouais, 2 fois par année. Là, je veux dire, à tous les 6 mois, faire descendre à 135 livres, je pense que c'est faisable pour Kayla Harrison. Mais je pense que c'est surtout du côté de Nunes qui était quand même sur son divan, là, si vous me passez l'expression, à la retraite. Retour à la compétition, retour à l'entraînement, tout ça, c'est sûr que ça se fait pas en 2 semaines. À suivre donc tout ça. Max, autre chose? Ça fait le tour? T'as pas vu rien d'autre passer? Non, on va suivre de près là, les avancements au niveau du high-poke. Comme je te disais, là, il semble avoir du mouvement à l'UFC. Ils vont-tu changer les gants encore une fois? Ils vont-tu implémenter une meilleure discipline au niveau des arbitres puis comme être plus sévère? Je l'espère, mais sinon, on va checker le combat de Onama contre Steve Garcia avec beaucoup d'attention en fin de semaine. Merci énormément d'avoir accepté à pied levé de remplacer notre ami Yohan Lennes qui devrait, si tout va bien, être de retour la semaine prochaine. Max Yarabine, je te dis à la prochaine, mon cher ami. À vous à la maison. Yes, je vous dis à la prochaine également pour un autre épisode du SOS Podcast. Je m'appelle Ben Baudouin. Au nom de toute l'équipe, merci de nous suivre et on se revoit bientôt. Ciao! SOS Podcast!